Bonjour, Jacques Rancière. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, une petite curiosité. Parce que à propos de votre article sur Guimarães Rosa, beaucoup de gens me demandent ça, si vous comprenez, si vous parlez un peu de portugais. On sait que vous avez une grande relation avec le Brésil depuis les années 60, mais si vous comprenez un peu de portugais. Oui, enfin, il y a un moment dans ma vie où j'ai parlé un peu le portugais. Oui, je me souviens d'avoir une fois pas une conférence, mais une discussion, une ou deux fois une des discussions au Brésil, et comme quelquefois le traducteur ne m'apparaissait pas juste, alors à ce moment-là, j'intervenais, quoi, et je disais effectivement en portugais ce qui me paraissait être la chose correcte. Mais bon, c'était il y a très très longtemps. Depuis, je dois dire que bon, je peux toujours lire. Je peux toujours lire le portugais, je peux toujours, effectivement, je peux lire Guimarães Rosa en portugais. Bah, en même temps, j'ai le texte français à côté, quoi. Donc voilà, je peux encore le lire. Pour ce qui est de parler, bon, je pense que je pourrais peut-être me débrouiller pour demander mon chemin dans la rue ou des choses comme ça, ou mon petit déjeuner à l'hôtel. Bon, pour ce qui est vraiment de discuter, j'ai un peu perdu. Enfin bon, je me souviens, je me souviens de choses, mais effectivement, il faut le temps de la lecture pour que, malgré tout, je m'adapte. D'accord. Bon, on va parler un peu de cette question de la pandémie. Et dès que la pandémie a commencé, on a vu d'une façon générale des grandes considérations. D'un côté, on croit que les mesures de confinement vont approfondir les contrôles, l'exception. D'autre côté, on croit que la pandémie va être une opportunité pour une nouvelle solidarité, voire un nouveau communisme. Vous avez dit que ces théories étaient prêtes avant la pandémie. Je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à ces débats. Bon, disons que bon, la pandémie, c'est quand même une situation bon exceptionnelle, mais pas exceptionnelle au sens de l'état d'exception d'Agamben ou d'autres, quoi. Une situation exceptionnelle, ça veut dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas prévu, qui n'entrait pas dans nos analyses finalement de l'avenir de nos sociétés, qui est arrivé, qui nous est tombé dessus comme ça, quoi. Donc, j'avoue que je trouvais très étrange que des gens, dès le premier jour, sachent ce qu'il fallait en penser, sachent ce qu'il fallait penser disons, des réponses gouvernementales, et sachent ce qui allait, disons, advenir de la pandémie. Donc voilà, moi, dès le départ, j'ai dit, bon, ben, finalement, ça nous est tombé dessus, premièrement. Deuxièmement, bon, bah, nous, on est confinés, on est chez nous, quoi. Tout ce qu'on sait du monde, bah, on le sait parce qu'on le voit sur nos écrans, quoi. Et par conséquent, ça paraît tout à fait invraisemblable voilà, d'être là à dire voilà pourquoi il y a la pandémie, voilà quels sont les responsables, voilà pourquoi les mesures gouvernementales sont dangereuses, voilà pourquoi la pandémie va ouvrir un avenir radieux. Voilà, tout ça, ça me paraissait vraiment complètement complètement fou, et en même temps, au fond, conforme à une habitude chez ce qu'on appelle les intellectuels. C'est les intellectuels, bon, il y a de l'événement, mais il y a toujours finalement des théories qui sont là, quoi, des théories qui sont là à l'avance. Bon, effectivement, l'état d'exception, le capitalocène, la domination technique du monde, que sais-je, voilà. Et bon, moi j'ai dit c'est un temps de suspension, ça nous est tombé dessus, on voit rien de ce qui se passe. Par conséquent, bon, ben voilà, on est chez soi, et bon, et on ne joue pas à ceux qui maîtrisent l'événement. Gustavo. Oui, bon, merci de votre réponse. Je vais profiter pour enchaîner une deuxième question, plutôt de ce côté-là de la suspension, hein, parce que l'une des caractéristiques plus puissantes de vos réflexions sur les politiques, on pourrait dire que ce serait l'idée que la prescription ne rend pas compte de l'invention collective. Non? On ne sait rien par avance. On ne sait que peu de choses. Hein. Si formule il y a, si on pourrait en quelque sorte définir un peu
l'un des problèmes sur lesquels vous vous penchez, on pourrait essayer d'employer un terme, c'est de faire autrement. Il s'agit de faire autrement. C'est quelque chose ouvert. C'est faire autrement, ça se passerait à l'extérieur de l'État et de la police, des forces de l'ordre. Cela dit, se faire autrement, il devra forcément se réinventer dans ce qu'on est en train d'appeler le nouveau normal. Qu'est-ce que serait se faire autrement? On est dans une pure suspension. Qu'en pensez-vous? Bah, oui, je pense justement, c'est bon, comme j'ai essayé de le dire, à savoir que bon, un futur est toujours la conséquence d'un présent, non pas la conséquence d'une prévision, d'une planification, mais la conséquence d'un présent, et tout particulièrement la conséquence d'un temps qu'on a essayé de construire, puisque ce que j'ai essayé de dire, c'est que oui, au centre de la politique, il y a la question du temps, il y a un temps normal qui est géré par nos gouvernements, qui est devenu maintenant un temps de l'urgence permanente, ce qui fait qu'en un sens, une situation comme la pandémie rentre dans une logique normale où nos gouvernements se pensent comme gérant la catastrophe qui est toujours là, avec l'idée finalement que le contrat social est fragile, la société est fragile, il y a la sécurité est menacée, il y a le terrorisme, il y a les problèmes climatiques, et finalement, donc, au fond, nous sommes en face de gouvernement qui juge essentiellement les choses donc sur le concept de l'urgence. Et bon, en même temps, bien sûr, nous savons tous que cette espèce de réponse au jour le jour, en même temps, s'inscrit dans quelque chose qui est, disons, qu'on pourrait appeler le temps normal du capital, le temps normal du profit. Bon. Alors oui, alors bon, moi, ce que je dis, c'est ce qu'il faut pouvoir faire, c'est construire des temporalités qui soient différentes. Alors effectivement, je veux dire que les temporalités différentes, on voit ce que ça veut dire lorsqu'il y a des actions collectives qui peuvent avoir lieu. Bon, si je reste un peu dans l'exemple français, bon, si on pense à un mouvement comme Nuit debout, si on pense à des mouvements comme ceux des Gilets jaunes, il y a des gens qui, on peut dire, font une appropriation de l'espace et du temps qui est absolument différente. Alors bon, avec des résultats souvent décevants, mais en tout cas, disons, l'ouverture, on peut dire, d'un espace-temps qui n'est pas l'espace-temps du pouvoir. Alors bon, ce qui m'a paru évident dès le premier instant avec la pandémie, avec les mesures de confinement, c'est qu'il n'était pas question de construire un autre temps, il n'était pas question d'une appropriation autre de l'espace. Donc finalement, on a vécu toute cette période dans l'espace et dans le temps qui ont été décidés par nos gouvernements. Et sans aucune possibilité réelle, oui, disons vraiment de se rassembler, de se réunir pour construire par l'action un autre temps. Parce que bien sûr, on peut toujours discuter, on peut toujours se parler en visioconférence, que sais-je. Reste que se réunir dans la rue, construire une autre appropriation de l'espace, construire une espèce de temporalité autonome, c'était impossible. C'est impossible. C'est donc pourquoi, moi, dès le début, j'ai été, disons, tout à fait soupçonneux à l'égard de l'idée que, voilà, tout d'un coup, on était dans une situation qui allait forcément provoquer un changement radical. Parce que, disons, la situation montrait tous les méfaits du capitalisme, tous les méfaits de l'anthropocène ou que sais-je. Et par conséquent, à la fin, il faudrait bien se rendre compte qu'il fallait tout changer. Et bon, ce que je dis toujours, c'est que d'abord, on change jamais tout, quoi. On change des choses qui existent, en construisant au fond d'autres liens entre les gens, les mots, les images, les mouvements et tout cela, quoi. Et bon, quand on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vraiment faire de la politique. Donc voilà, le temps en réalité de la pandémie est un temps, on peut dire, de suspension de la politique. Bon, on peut dire en gros, en un sens, il n'y a que de la police, quoi. Il y a de la police et par ailleurs, il y a des gens qui font des analyses ou proposent comme ça des dénonciations de cette police. Mais c'est là aussi, je pense qu'on a vu à quel point finalement la dénonciation, ça sert pas à grand chose. On savait tous dès le début que nos gouvernements, disons, avaient mal agi et que la situation était la conséquence un petit peu de leur traitement de la situation, mais et que ça changeait rien finalement et ça produit rien, quoi. Donc voilà, effectivement, on peut dire que j'ai eu une position peut-être qui paraît un peu trop distante, quoi, par rapport à la situation, mais en même temps, je pense que c'était
c'était pour moi la seule réponse qui était honnête. Je voudrais continuer dans cette question de la limitation à cause de la pandémie, car on dit qu'on est limité aussi parce qu'on parle sur des écrans, il faut faire des choses à distance, hein? Mais à la fois, je pense que beaucoup de gens me disent ça, qu'on rêve plus dans ces moments-là. Et à la fois, c'est un moment pour qu'on puisse voir des films, de lire des livres. Comment croyez-vous qu'on peut surmonter cette limitation aussi dans les plans culturels, dans les plans, disons, esthétiques, artistiques? Bon, je pense qu'on peut pas, on peut pas remplacer d'un sens, bon, les réunions, les rassemblements, bon, y compris les rassemblements, bon, artistiques qui n'ont pas lieu. Bon, bah, je dirais qu'on peut continuer à travailler, quoi, parce que malgré tout, ce qu'on produit avec des mots, avec des images, avec des mouvements, dans des textes, sur des scènes, sur des murs d'exposition, ben voilà, c'est quand même le produit d'un assez long travail, au terme duquel on fait quelque chose comme une proposition. On fait des assemblages de mots, d'images, de gestes, de pensées, qui sont quelque chose comme des propositions de monde commun. Alors effectivement, bon, on est dans des situations où malgré tout, on ne peut pas véritablement les rendre communes, quoi. Mais je pense qu'on peut continuer à travailler selon cette pensée du commun, c'est-à-dire que bon, bah, disons, pendant le confinement, on peut continuer son travail. Bon, je sais pas, bon, par exemple, mais voilà, bon, il y a beaucoup d'artistes, bon, bah, disons, ils ne pouvaient pas jouer, quoi. Je pense au monde des musiciens que je connais assez bien, quoi. Bon, on jouait pas en public, on pouvait pas se réunir. Bon, on pouvait éventuellement faire des espèces de montages pour, bon, effectivement, disons par des prodiges de la technique, arriver à faire un petit morceau ensemble, mais ça n'allait pas très loin. Mais en revanche, je dirais que bon, d'une part, chacun pouvait continuer à travailler, bon, son instrument, sa voix ou que sais-je, et aussi qu'on pouvait continuer à faire des projets, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'il faille imaginer qu'on puisse réellement remplacer ce qui n'a pas lieu, à savoir le rassemblement vivant de gens. Bon, voilà, moi, pendant le confinement, bon, bah, j'ai beaucoup travaillé sur des mots, travaillé sur des images, et voilà, essayer de continuer à faire ce que je fais d'habitude. Et je pense que beaucoup d'artistes, bon, le font. Alors, bon, il y a des problèmes différents pour les artistes qui sont des problèmes de type économique. Ça, c'est effectivement très, très important. Mais je crois que fondamentalement, on peut continuer en période de confinement, même tout seul, à essayer d'avancer vers la construction de nouveaux mondes communs. Gustavo. Oui. Avant de poser une autre question, juste pour continuer un peu ce que Pedro vient de vous poser, monsieur, en quelque sorte, on doit rester disponible à ces mondes communs. Est-ce que ça poserait une certaine utopie, malgré tout, malgré cette impuissance de la conjoncture? Est-ce qu'on peut être utopique si on continue à poser ça, pas qu'individuellement et par le truchement des techniques? Je crois pas que ce soit de l'utopie. Bon, je dirais que malgré tout, disons pour des gens, bon, qui font du théâtre par exemple, qui font de l'art en général, de toute façon, ils vivent dans un temps qui est pas un temps homogène, quoi. Dans des temps où il y a des très très longues périodes où on est tout seul, ou bien on est en tout cas loin d'un public, quoi. Et puis on travaille. Donc je dirais que au fond, toute forme de création suppose en réalité de passer par des moments différents, par des temporalités différentes. Et c'est pas une question utopique, quoi. Je pense que voilà. Effectivement, bon, pour des gens qui ont un style de travail qui est complètement lié à l'urgence ou qui est lié à la nécessité quotidienne, bon, il y a un vrai problème, quoi. Pour des gens dont le style de travail est de toute façon un type de travail qui prend du temps, qui demande de la préparation, qui demande qu'on répète, qui demande voilà, qu'on passe par une série d'étapes.
bon, je pense pas que le temps de ce temps soit, disons, irrévocablement le temps d'une rupture. Il me semble que forcément, bon, c'est un temps qui est difficile, et en particulier, bien sûr, pour tous ceux qui vivent bon, de leur art, qui vivent de leur écriture, que sais-je, comme tous ceux qui, d'une manière générale, bon, qui effectivement malgré tout, sont rémunérés en fonction du travail qu'ils font tous les jours, quoi. Bon, ce qui n'est pas mon cas puisque je suis retraité, donc moi je peux en parler un peu, peut-être un peu trop facilement, quoi. Mais en tout cas, bon, voilà, je pense que on est dans des, dans des procédures un peu d'invention. L'invention est une chose qui a des temporalités extrêmement comme ça, bon, brisées, bon, bon, s'arrête, voilà. Bon, moi je sais que si j'écris, il y a une heure de la journée où j'arrête, quoi. Bon, c'est plus la peine que je travaille. Je travaillerai le lendemain, quoi. Alors bon, c'est un petit peu comme ça, si vous voulez aussi, qu'on peut vivre les périodes bon, de suspension. C'est-à-dire qu'il y a il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, bien sûr. Bon, moi, je pouvais pas aller à la Bibliothèque nationale, je pouvais pas faire de recherche nouvelle, quoi. Bon, alors, bon, à la place, j'ai relu l'esthétique de Hegel, quoi. C'est bon parce que là, je l'avais à la maison, quoi. Mais bon, mais ça m'a servi aussi peut-être à avancer sur d'autres choses, sur mon travail, sur l'esthétique, sur l'art, sur les images, bon, la musique, l'architecture, l'espace, que sais-je. Voilà. Bon, alors, je vais pas tout ramener à mon cas. Hein, vous m'interrogez un petit peu, je vais pas tout ramener à mon cas, mais bon, je pense que voilà, ce sont malgré tout des suspensions qui sont effectivement des suspensions temporaires, et on est forcé de continuer à les vivre selon un petit peu l'élan qu'on s'est donné avant, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est, disons dire tout va changer après. On n'en sait absolument rien, quoi. C'est toujours un peu pour moi le même problème, quoi. On a créé une certaine dynamique temporelle dans son travail et on essaye de la maintenir dans des conditions qui sont des conditions différentes. Merci. Si vous me permettez, je voudrais changer un peu la question, parler un peu de politique, car vous étiez un grand passionné des mouvements des rues de 2010, Indignados, Occupy, Printemps Arabe, et on voit dans ces mouvements un élan démocratique. Mais après, on a vu de façon un peu contradictoire une croissance de l'extrême droite. Comment vous voyez cette contradiction entre des mouvements avec une passion démocratique et cette croissance de l'extrême droite? Ça, c'est très important pour nous ici au Brésil. Et une autre question est que on voit à nouveau des mouvements des rues qui ressonnent ces mouvements des années 10, en particulier au Chili, le mouvement contre le néolibéralisme, et maintenant aux États-Unis. Comment vous voyez ces mouvements des rues au Chili et aux États-Unis? Bon, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Bon, d'abord, je dirais que sur un plan global, puisque vous me parlez de la croissance simultanée de mouvements d'extrême droite et puis de formes d'action démocratique, voilà, je dirais que bon, on est dans beaucoup de pays malgré tout, à une époque où disons, on peut dire qu'il y a quelque chose comme un défaut de peuple, quoi. C'est-à-dire que bon, nos gouvernements consensuels, managériaux, ont pensé que on pouvait en quelque sorte se passer des références traditionnelles, disons, au peuple, et qu'on pouvait traiter bon, la politique comme une affaire de management, quoi. Et je pense qu'effectivement, malgré tout, alors bon, il y a des situations très très différentes, que du côté des nouveaux mouvements démocratiques, comme du côté des mouvements d'extrême droite, il y a quelque chose comme une espèce de réponse à cette espèce de défaut de peuple qui est véritablement lié à l'espèce de transformation de nos sociétés où bon, le capital et puis l'État ensemble essayent de gérer, on peut dire, bon, effectivement, nos sociétés comme des entreprises, essayent par conséquent de se passer de tous les référents et de tous les symboles de la politique.
Je pense que ce qu'on a appris, bon, depuis quelques dizaines d'années, ou réappris, c'est que on se passe pas de symboles, c'est que la politique, ça se fait avec des mots, des symboles, des images, des gestes, des mouvements, et ainsi de suite. Bon. Et ça, bon, effectivement, d'un côté, bon, l'extrême droite y a joué son rôle, mais effectivement, disons les nouveaux mouvements démocratiques, bon, depuis le printemps arabe, depuis tous les mouvements Occupy, voilà, se sont inscrits là-dedans, à savoir dans la nécessité, je dirais, de faire peuple, c'est-à-dire non pas simplement effectivement de répéter des programmes, de participer à des mouvements disons de type électoral, ou bien simplement non plus de faire de la dénonciation classique pour dire que nos sociétés sont horribles parce qu'elles sont capitalistes et ainsi de suite, quoi. Non, il y a disons un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements plus ou moins spontanés, répondant à des situations évidemment très très différentes, parce que malgré tout le Chili c'est pas l'Iran, bon, les États-Unis c'est pas l'Algérie, mais bon, en tout cas, bon, je dirais que voilà, ce qui est quand même apparu très fortement, bon, c'est qu'on ne pouvait pas compter sur nos États, on pouvait pas compter sur nos États pour contrarier la logique capitaliste dominante, puisqu'ils en sont entièrement, on peut dire, solidaires et complices, et que par conséquent, disons, c'est seulement l'action de gens qui sont contre cette mainmise qui pouvaient faire quelque chose, et faire quelque chose justement sous la forme de l'occupation d'espaces spécifiques, de création de temporalité spécifique. Alors bon, il y a cet aspect-là, il y a aussi un autre aspect. Par exemple, bon, il est bien évident que si on prend le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, c'est justement, je dirais, la remise, la remise en jeu de ce que l'État signifie, en particulier, bien sûr, de ce que signifie l'État policier, quoi. Vous n'étiez pas là, mais en 68, en France, il y avait le grand mot d'ordre, abat l'État policier, quoi. Alors après ça, des gens ont dit, mais tout État est policier, ce qui est parfaitement vrai. Bon, il n'empêche que, il y a en ce moment, je dirais, il y a justement cette espèce de rapport qui se renouvelle, qui se remanifeste à nouveau entre l'État et nos vies, quoi. Alors le rapport entre l'État et nos vies, c'est d'un côté c'est le coronavirus, c'est la gestion entre de l'État et des autorités médicales et des conseils scientifiques ensemble. Mais aussi le rapport de l'État à nos vies, ce sont ces meurtres, c'est George Floyd, il y a des cas semblables en France, il y a un peu partout dans le monde, donc je dirais que voilà, il y a ce point sensible, disons, de ce que l'État fait de nos vies. Et d'une certaine façon, je dirais que des mouvements comme ce qui se passe au Chili, ou les mouvements Occupy, Nuit debout, etc., se sont occupés de ce que l'État et le capital faisaient de nos vies en général. Black Lives Matter, par exemple, ou des mouvements du même type chez nous, s'occupe de ce que l'État fait de nos vies au sens le plus immédiat, à savoir au fond ce pouvoir qu'il a sur nos vies, même si ça n'est dit nulle part, c'est effectivement pratiqué. Donc je crois intéressant, si vous voulez, faut même ce rapport entre ce qu'on pourrait appeler des mouvements démocratiques larges contre ce qu'on appelle néolibéralisme, que j'appelle plutôt moi capitalisme absolu, quoi. Donc comme ce qui s'est passé effectivement au Chili ces dernières années, et puis des mouvements plus spécifiques comme Black Lives Matter sur véritablement l'inégalité fondamentale des vies et des corps au regard de l'État. Gustavo. Merci. Je vais suivre mon collègue Pedro et vous poser une question plutôt de ce côté-là, parce que il y a eu ce mouvement de résistance, mais d'autre part, depuis l'élection de Donald Trump, ici au Brésil, l'arrivée au pouvoir de ce président-là, on a constaté l'usage systématique, programmée de machines de diffusion automatique des messages, c'est-à-dire le phénomène de fake news. Alors, dans une clé de lecture qu'on pourrait dire plus traditionnelle,
il serait question du voilement des idées dites vraies, des rapports dits vrais. En revanche, on pourrait faire appel, si on ne prend pas cette idée de voilement et du dévoilement du vrai, on pourrait faire appel à l'immanence d'une production, d'une subjectivité, d'une sensibilité, pour expliquer un certain abrutissement collectif. Ceux qui se sont affectés par le fake news, étaient-ils déjà en quelque sorte prédisposés à ce genre de discours? Comment y résister et avoir une distance sans être moraliste et sans pour autant poser l'existence d'une totalité renfermée sur soi-même? Tout ça pour savoir que pensez-vous de ce qu'on nomme fake news? Oui, je sais que les fake news, c'est une chose qui est, bon, auquel on est très sensible, bon, au Brésil, effectivement. J'en ai déjà eu des témoignages. Bon, j'avoue peut-être que nous y sommes, bon, moins sensibles ici. Bon, je n'ai pas, disons, je n'ai pas d'analyse personnelle des fake news, mais il me semble effectivement que, disons, d'une part, bon, des fake news, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, c'est-à-dire que bon, des mensonges propagés par les États, bon, il y en a toujours eu. Bon, moi j'ai étudié le 19e siècle, bon, bon, en France, si vous voulez, bon, lorsqu'il y a eu l'insurrection ouvrière en juin 1848 en France, bon, disons les gouvernements, les journaux gouvernementaux, bon, racontaient comment les insurgés, lorsqu'ils avaient pris des militaires, les coupaient en deux avec des scies, enfin vous voyez, des choses comme ça. Donc les fake news, il y en a toujours eu, et je dirais qu'au fond, moi, mon idée fondamentale, c'est que les fake news ne fonctionnent pas justement en trompant les gens. C'est-à-dire que on a toujours cette image au fond que les gens obéissent, les gens se font prendre parce qu'on les trompe, parce qu'on leur dissimule la vérité, qu'ils sont trop bêtes, Je dirais que malgré tout, bon, la contrepartie des fake news, elle existe. Tous les gens qui veulent avoir d'autres informations que les informations officielles, que les informations, disons, un peu qui passent en quelque sorte un petit peu par des voies officielles, ben, on peut les avoir. Je dirais qu'il y a des multitudes de manières. Bon, on voit bien, par exemple, si vous voulez, bon, un peu partout, bon, aux États-Unis aussi, malgré tout les rôles des fake news, bon, je dirais que bon, quelque chose se passe, disons un policier, disons, bon, tabasse quelqu'un dans la rue. Il y a une masse de gens qui l'ont vu, il y a des gens qui ont filmé, des gens qui ont enregistré. Bon, si on veut véritablement ne pas être victime des fake news, ce n'est pas compliqué. Il y a vraiment de l'information alternative qui est disponible un peu partout. Donc, je pense que si les gens croient aux fake news, c'est parce qu'ils sont contents. Ils sont contents d'y croire, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, bon, ça fonctionne non pas, disons, à l'entretien de l'ignorance, mais à l'entretien de la haine. Je crois que, disons, au fond, la stimulation, si vous voulez, des affects de haine d'une partie de la population à l'égard d'une autre, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental dans la gestion des choses par les gouvernements autoritaires. Donc voilà, je dirais moi, peut-être qu'on se trompe lorsqu'on déplore les fake news, parce qu'on est toujours des fake news comme, disons, des tromperies, quoi. Parce qu'on est toujours à ce moment-là dans une espèce de vieux modèle où on pense que les gens obéissent parce qu'ils ignorent, et que s'ils connaissaient, bon, ils n'obéiraient plus. Non, je pense que c'est pas le fond du problème. C'est pas l'obéissance par l'ignorance. C'est plutôt la complicité qui est recherchée. C'est-à-dire que au fond, et on voit très bien ça. Bon, si vous prenez même un peu tout ce qui circule sur Internet, on voit à quel point les appels à la haine, les appels à haïr ensemble, et éventuellement même les appels à se mépriser ensemble, ils sont extrêmement répandus. On les trouve absolument partout. Et fondamentalement, voilà, oui, moi j'ai toujours dit un petit peu, on dit oh là là, si les gens savaient, bon, mais je dirais que non, ils savent très bien, mais qu'ils ont plaisir à entendre certaines choses, quoi. Et au fond, la question n'est pas celle de la connaissance, la question est proprement celle des affects, quoi. Et que, effectivement, c'est comme ça que nos pouvoirs fonctionnent. Bon, du moins certains types de pouvoirs autoritaires fonctionnent aujourd'hui. Donc,
cessons de penser que les gens sont ignorants et qu'on va les éclairer, et qu'à ce moment-là, tout ira bien. Non, vraiment, on est comme, il y a des gens qui sont contents voilà, de partager la haine, de partager le mépris. C'est quelque chose, bon, qui est finalement tout à fait banal finalement, mais qui fonctionne assez bien justement dans ces contextes où on peut dire que bon, les formes traditionnelles de la vie politique parlementaire ça fonctionne plus quoi, ça n'intéresse plus personne quoi, et que bon effectivement l'adhésion à ce moment-là doit passer beaucoup par le fait disons de donner de la haine et du mépris à partager. Comme j'avais rédigé, préparé quelque chose, je crois que ce serait approprié puisque c'est une rencontre proposée par l'université publique, celle de Pedro Ossac, l'université fédérale rurale. Monsieur Rancière a été enseignant dans une université publique et nous rencontrons justement dans un espace virtuel grâce à l'Internet. C'était juste ça. Je me souviens d'avoir vu M. Rancière parler, écrire sur Internet, sur Wikipédia, pour en quelque sorte démocratiser les infos. En quelque sorte, l'Internet pourrait rendre possible les échanges. Ce n'est pas que du commerce. Et au moment présent, je peux parler un peu du Brésil. En Europe, je ne connais que par des journaux quoi, sur Internet, mais partout dans le monde, je crois que les enseignants, avec leurs institutions, il faut le dire, doivent faire face à un choix, c'est de prendre ou ne pas reprendre le cours. Hein, parce que les rassemblements des étudiants, le déplacement de tout le personnel, ça peut augmenter la contamination, le virus et tout ça. Et, en quelque sorte, on retombe un peu sur ce qu'on avait dit au début de la rencontre, de la conversation. Est-ce que cet usage par des logiciels, est-ce que c'est déjà un contrôle et alors il faut ne pas reprendre le cours parce que le contact avec les autres étudiants, l'enseignement serait irremplaçable. Ou non, bien sûr, ça peut aider, même à avoir une quotidienneté, une autre temporalité dans cette suspension. Que pensez-vous de cette modalité d'enseignement sur Internet au moment présent? Merci. Bon, je pense qu'il faut analyser les choses peut-être en prenant un petit écart par rapport à, disons, toujours les analyses globalistes, comme celle qui dirait que c'est la domination technique, etc., qui s'impose, c'est toujours bon le technique contre l'humain, le technique contre la civilisation, que sais-je, quoi. Bon, disons, l'Internet est devenu une espèce d'énormes machines d'information et de communication. Il est clair que nous l'utilisons tous, quoi. Nous utilisons tous. Ça, c'est un fait. Donc, et qu'au fond, on négocie d'une certaine façon entre ses avantages et ses inconvénients, quoi. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, oui, je pense que on voit bien qu'il y a cette tentation qui est très forte en ce moment, de se dire qu'après tout, ça a fonctionné, quoi. On a fait des cours par téléenseignement, de même que disons, on a des entreprises, des bureaux qui fonctionnaient par télétravail, quoi. Et bon, il y a cette tentation effectivement de se dire finalement ça marche pas si mal, et on sait que de toute façon il y a effectivement beaucoup de gens qui poussent en quelque sorte à ce que petit à petit, le type d'échange, de rapport public concret, matériel, soit remplacé finalement par le télétravail ou dans le cas d'enseignement par le téléenseignement. Alors je crois que ce sont des ressources qui effectivement sont des ressources qu'il faut considérer comme additionnelles et surtout pas des ressources disons substitutives, quoi. Pour l'instant, moi je dirais que une classe, un cours, ça n'est pas simplement une personne qui transmet du savoir à d'autres personnes, auquel on pourrait dire, après tout, de même qu'il y a les livres, il peut y avoir quelqu'un qui parle derrière un micro, et puis les gens écoutent, et puis c'est pas un problème. Non, je pense que, disons,
si on croit à l'égalité intellectuelle, quoi, on croit qu'il est important que, il y a un être parlant en face d'autres êtres parlants qui sont dans le même lieu que lui, qui peuvent éventuellement lui répondre, le questionner, l'interrompre, ou que sais-je, quoi. Et on sait effectivement malgré tout, si on pense, disons, à l'école, à quel point, l'école, c'est un lieu aussi, un lieu de vie, mais aussi un lieu de vie intellectuelle par les rapports que les écoliers, que les étudiants ont ensemble, et pas, disons, par le fait qu'ils reçoivent tous le même enseignement. Donc, je dirais que d'un côté, si on peut, disons, substituer, disons, suppléer à des manques, suppléer à des situations d'exception, en faisant usage, disons, du téléenseignement, c'est très bien, mais je pense que des activités dites pédagogiques, des activités, disons, d'échange de savoir, sont des activités qui supposent effectivement qu'il y ait une présence réelle des gens dans un même lieu. Donc, je pense qu'il sera important effectivement que, justement, aussi cette idée d'université publique, on l'entende aussi, en ce sens-là, quoi. Pas simplement, disons, le public contre le privé, mais aussi, je dirais, l'effectivité de la rencontre, l'effectivité du risque, disons, dans le rassemblement matériel d'êtres parlants qui peuvent avoir des positions différentes. Il y en a qui sont là pour enseigner, d'autres qui sont là pour apprendre. Mais en même temps, je pense que ce rapport véritablement de coprésence matérielle, il peut pas être remplacé parce que, encore une fois, il y a deux questions toujours finalement qui se mêlent dans la question de l'enseignement, une question d'efficacité, quoi. Il se peut très bien que pour préparer les gens à des examens déterminés, pour l'acquisition de savoirs déterminés, effectivement, le télétravail, finalement, ce soit aussi pratique, quoi. Mais encore une fois, si on essaye de penser malgré tout la rencontre comme rencontre intellectuelle, si on pense, disons, ça dans l'horizon de l'émancipation intellectuelle, je pense que c'est complètement différent. Alors effectivement, on sait que tout système d'enseignement fonctionne un petit peu d'une certaine façon sur deux pieds, quoi. Il y a un pied qui est proprement finalement de la préparation à des échéances données, quoi. Et puis il y a un autre pied qui est, disons, malgré tout de la communication, de l'échange intellectuel, de la vie intellectuelle partagée. Et ça, je pense qu'effectivement, il faut toujours arriver à les distinguer, même si ça se fait ensemble, et que effectivement, vouloir tout transformer en téléenseignement, c'est effectivement donner finalement à l'enseignement que la simple fonction de préparer effectivement à des objectifs, des examens, disons, qui sont déterminés. Et je pense qu'effectivement, qui dit université dit autre chose que ça. Ah oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut finir. Voilà. Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à ajouter. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. Je pense simplement que, disons, on a beaucoup spéculé certains ont beaucoup spéculé pendant le confinement sur la question de l'après, sur la question des changements radicaux qu'il allait falloir faire après, quoi. Sans préciser qui ferait ces changements radicaux, quoi, que nous voyons tous, que nous expérimentons tous, que ceux qui changent, ceux qui opèrent des changements, ce sont d'abord nos gouvernements, ce sont d'abord nos États, quoi, et que ils le font bien sûr dans leur sens habituel, c'est-à-dire que pendant le confinement, on a dit, oh là là, le capitalisme montre effectivement ses limites, ses périls, etc. Il va falloir tout changer. Évidemment, nos gouvernements, dès que ça a été fini, qu'il a fait relancer la machine économique, on dit, oui, une entreprise avec, mais sûr, on dit, malheureusement, il va falloir supprimer des postes, il va falloir fournir contraintes. Voilà, on sait très bien que nos gouvernements, nos pouvoirs, l'élite dominante, ils sont toujours contraints de faire ce qu'ils font.
Il dit toujours, on est contraint. Alors, voilà, alors bien sûr, il y a eu le coronavirus, et du coup, évidemment, les plans sociaux, suppression d'emplois partout, et continuation, effectivement, de l'offensive du capitalisme absolu, ça, ça va continuer, ça, disons, forcément, ça s'accélère, puisque ça a, en quelque sorte, disons, des arguments, des prétextes en or, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut très rapidement se préparer à ça, quoi. Et bon, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est peut-être, on a eu beaucoup tendance ces derniers temps, et bon, avec des raisons qui sont valables, quoi, à dire, de toute façon, maintenant, la politique comme affaire disons, interhumaine, c'est dépassé, quoi. Maintenant, disons, il faut passer au rapport de l'humain au non-humain, de l'humain à la nature, voilà, finalement, tout ce qui est de l'ordre, disons, de la lutte, finalement, tout ça, c'est dépassé, quoi. C'est dépassé, et maintenant, il faut faire entrer, le non-humain, les animaux, les choses, et ainsi de suite, voilà, sur la scène politique, quoi. Alors tout ça a un sens, quoi. Mais je pense qu'on se rend compte aujourd'hui, malgré tout, que aussi bien pour intervenir par rapport à ce qu'on appelle la nature, il y a une chose qui est fondamentale, c'est les rapports de force qu'on établit entre des groupes humains, quoi. Et je pense qu'effectivement, on est amené peut-être en ce moment à essayer peut-être de rééquilibrer les choses, de dire que pour construire un avenir, pour construire éventuellement même effectivement d'autres rapports entre les humains et les non-humains. De toute façon, il faut créer des forces entre les êtres humains qui soient capables de résister aux entreprises dominantes, qui veut dire effectivement poursuivre après comme avant, et poursuivre encore plus fort qu'avant. Donc voilà, il me semble qu'il y a cette espèce de recentrage, en quelque sorte, peut-être qui moi me paraît un petit peu nécessaire, à savoir qui est-on, combien est-on, pour essayer véritablement de proposer des nouvelles possibilités de monde. Bon, Jacques Rancière, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Vous voulez dire quelque chose, Gustave? Non, je remercie Jacques Rancière et a vous, Pedro. Bom, então nós terminamos por aqui. Eu e o Gustavo vamos fazer uma conversa ao vivo, então, repercutindo um pouco a entrevista com o professor Jacques Rancière. Então, desejo uma boa tarde a todos e um grande abraço.